Je vis du vœu d'être percé, sitôt élucidé, je me fane et on m'oublie. Je suis... Une énigme. Justement, j'adore ça, alors je voulais vous en faire un top 10, mais cette fois-ci je veux vous faire participer, puisque le but c'est quand même que vous réfléchissiez. C'est une devinette, c'est à vous de trouver. Pour les 10 questions qui suivent, vous verrez ce symbole juste avant que je vous donne un indice, et celui-ci juste avant la réponse. C'est là que vous devrez mettre pause si vous voulez chercher par vous-même, et je les ai classés de la plus simple à la plus compliquée, alors concentrez-vous bien, car voici le top 10 des énigmes pas si faciles. Numéro 8, l'énigme de Stanford. Une énigme qui a été posée aux étudiants de l'université de Stanford et qui, soi-disant, aurait été résolue par seulement 17% d'entre eux, alors que 70% des enfants en primaire y répondraient. L'énigme est devenue connue, mais elle n'est pas évidente pour ceux qui la découvrent. Va falloir deviner ce que je vais vous décrire. Oh, Ivanhoé ? Non, attends, je n'ai pas commencé. Plus puissant que Dieu, plus mauvais que le diable, les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Qu'est-ce que c'est? Pas facile, hein? Ah oui, il reste une phrase pour compléter l'énigme, mais pas sûr que ça va vous aider. Si on en mange, on meurt. Je vous laisse réfléchir. Réponse ? Rien. Rien n'est mieux que Dieu, rien n'est pire que le diable, les pauvres n'ont rien, les riches n'ont besoin de rien, et si on ne mange rien, on meurt. C'était tellement évident que ça ne l'était plus tant que ça. Nous ne voyons pas d'autre explication. Numéro 7, la suite de Conway. Une énigme assez simple, pour l'énoncer en tout cas, complétez cette suite. 1, 11, 21, 1211, 111 221, 312 211. Et pas la peine d'essayer de répondre au hasard, hein. Normalement, ça devrait faire 16 132. Si c'est vrai, c'est stupéfiant. Besoin d'un indice peut-être. Alors ne prononcez pas 1211, mais 1, 2, 1, 1. Idem pour les suivants. 1, 1, 1, 2, 2, 1. 3, 1, 2, 2, 1, 1. Le chiffre suivant était 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Oui, c'était fastoche, essaie de trouver plus ardu. Alors, petite explication, il suffisait de lire à haute voix le numéro précédent. Au départ, il y a juste un 1, donc on écrit en dessous 1, 1. Et puis après, il y a 2, 1, puis 1, 2, 1, 1, etc. Cette suite s'appelle la suite de Conway, et a la particularité de ne jamais faire apparaître le chiffre 4. Je vous laisse vérifier pour les suivants. Ça n'a pas grand intérêt, mais ça détend. Numéro 6, les nénuphars. Dans un étang, il y a un nénuphar, ou nénuphar d'ailleurs, je sais plus comment on doit l'écrire. Mais peu importe, ça ne change rien à l'énigme. Toutes les nuits, le nombre de nénuphars double. Le lendemain, donc, il y a 2 nénuphars, puis le lendemain 4, puis 8, et ainsi de suite. Sachant qu'au bout de 30 nuits, l'étang est entièrement recouvert de nénuphars, au bout de combien de nuits, l'étang était à moitié recouvert de nénuphars? Alors, un petit conseil, ne cherchez pas à les compter. Il y en a 246. C'est juste une histoire de logique. La bonne réponse était 29 nuits. Et oui, on sait que le nombre de nénuphars double toutes les nuits. Donc si au bout de 30 nuits, l'étang était rempli, il suffit de remonter une nuit en arrière pour qu'il soit à moitié rempli. C'est intelligent. Numéro 5, la suite de symboles. Jusqu'à maintenant, les énoncés étaient plutôt logiques, vous allez voir que celui-ci l'est un peu moins. Si 1 égale M, 2 égale un poisson. Oui, c'est du n'importe quoi. 3 égale 8. Combien vaut 7? C'est la mer noire. Eh ouais, je vous avais prévenu que ça devenait dur. Un petit indice, le chiffre 2 peut aussi être égal à un cœur souligné comme ça. « 7 est égal à un triangle. » Non, j'ai pas fumé, il suffisait de dessiner le chiffre symétriquement et de le superposer au premier, regardez. Ah oui, on se trouve con quand on connaît la solution. Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, beaucoup, ouais. Numéro 4, le camembert. Encore une énigme qui paraît simple mais qui ne l'est pas tant que ça. Comment couper un camembert en 8 parts égales en seulement 3 coups de couteau? Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Non, y a pas de feinte, les coups de couteau doivent être droits, pas moyen de faire des courbes et de former des parts bizarres, on veut 8 vraies parts de camembert. Oui, je sais, c'est pas évident en seulement 3 coups de couteau. Un indice, rien que pour vous, cette énigme fonctionne avec un camembert, mais pas avec une tarte. Ça vous aide? Il suffisait de couper en 4 parts égales en 2 coups de couteau, puis de mettre un dernier coup horizontalement. Numéro 3, la vitesse moyenne. Vous êtes en voiture et vous partez de Lille pour vous rendre à Marseille, c'est-à-dire à 1000 km de votre point de départ.
À mi-chemin, vous avez parcouru 500 km, et votre tableau de bord vous affiche que vous avez roulé à 100 km/h de moyenne. Question, à quelle vitesse devrez-vous rouler pendant la deuxième partie de votre parcours pour avoir une moyenne de 200 km/h sur le parcours total? Oui, il va falloir rouler vite, mais à combien? Oui, 4000. 4000 4000 multiplié 4000. Ça paraît simple, mais prenez le temps de calculer la réponse, et non, ce n'est pas 300. Bon, je vais vous aider, essayez de calculer le temps que vous avez mis pour faire la moitié du parcours en roulant à 100 km/h de moyenne, et le temps que vous devrez mettre pour faire tout le parcours à 200 km/h de moyenne. Et bah pour le coup, il n'y avait pas de solution. On pourra jamais avoir 200 km/h de moyenne sur tout le parcours si vous avez roulé à 100 km/h de moyenne pendant la première moitié. Et ça se vérifie très facilement, pour faire la moitié du parcours, soit 500 km à 100 km/h, c'est assez simple de calculer que vous avez mis 5 heures. Or, pour faire la distance totale, c'est-à-dire 1000 km à 200 km/h de moyenne, il faudra justement le faire en 5 heures. À moins de vous téléporter directement à Marseille, vous aurez toujours une moyenne inférieure à 200 km/h. Numéro 2, les comprimés rouges et bleus. Un homme aveugle vivant seul et étant gravement malade, oui il a pas de bol, doit prendre tous les jours 2 comprimés rouges et 2 comprimés bleus. Ni plus, ni moins, sinon il meurt. Mais un jour il mélange sans faire exprès les 4 pilules bleues et les 4 pilules rouges qui lui restent. Rien ne lui permet de distinguer les rouges des bleus sans les voir, et pourtant, sans l'aide de personne, il va réussir à prendre ces 2 pilules rouges et ces 2 pilules bleues. Comment? Mais comment as-tu pu faire? Mais comment as-tu pu faire? Comment ça fait? Hein? Vous savez, c'est pas très difficile. Tu fous pas de moi, hein? Je vous imagine déjà essayer de trouver une technique bizarre. Mais il peut demander de l'aide à personne et il peut pas se servir d'un objet pour les distinguer. C'est l'heure de l'indice. La forme des comprimés, comme je vous les montre ici, est importante. Il y a une entaille juste au milieu. Bon, vous l'avez sûrement compris avec l'indice, il fallait tout simplement couper les comprimés en deux. Mais attention à pas mélanger chaque partie, sinon on est dans le même problème qu'au début. S'il a bien pris soin de séparer chaque comprimé, en mettant une partie à droite de la table et l'autre partie à gauche, on aura bien à la fin 4 demi-bleus et 4 demi-rouges de chaque côté. Ce qui fait 2 rouges et 2 bleus, de quoi tenir encore 2 jours avant d'aller en racheter. Et numéro 1, l'énigme la plus difficile du monde. Parce que je vous voyais venir, oui c'était trop facile, encore je les connaissais toutes tes énigmes. Vous la ramenez moins là. Parce que oui elle existe, l'énigme la plus difficile au monde, c'est comme ça que l'a nommé George Boulos, son inventeur, un philosophe américain. Écoutez bien et prenez votre temps si vous avez l'ambition de la résoudre. Imaginez 3 personnages, A, B et C, derrière lesquels se cachent les dieux vrai, faux et aléatoire. Vrai répond toujours la vérité, faux répond toujours le contraire de la vérité, et aléatoire choisit ses réponses au hasard. Votre mission est de deviner qui sont A, B et C en ne leur posant que 3 questions dont la réponse doit être oui ou non. Une précision importante mais qui fait toute la difficulté de l'énigme, les dieux comprennent vos questions en français mais vont répondre dans leur langue, c'est-à-dire en disant da ou ja, sauf que vous ne savez pas si da veut dire oui ou non, idem pour ja. Vous comprenez quelque chose, vous? Je préférais avant, c'était plus clair. Ah oui, moi aussi. Alors, quelques règles et précisions pour ceux qui veulent vraiment chercher avant que je vous donne la réponse. Chaque question ne peut être posée qu'à un seul dieu. Vous pouvez interroger un même dieu plusieurs fois, mais vous n'avez droit qu'à 3 questions au total. Chaque question que vous posez peut dépendre de la réponse à la question précédente. Et le dieu aléatoire répond vraiment au hasard entre da ou ja, comme s'il faisait un pile ou face. Voilà, j'ai tout dit, bon courage. Vous avez 4 heures. Et je vous donne même pas d'indice pour qu'elle reste vraiment l'énigme la plus difficile au monde. Si vous trouviez que l'énigme était compliquée, attendez de voir la solution. Déjà, il faut connaître une technique qui va vous permettre de savoir si une affirmation est vraie. Par exemple, si je veux savoir si A est aléatoire, je vais poser la question à B de cette façon-là. Si je te demandais si A est aléatoire, répondrais-tu ja? En posant cette question comme ça, peu importe si B est vrai ou faux, peu importe si ja veut dire oui ou non, s'il répond ja, ça veut dire que l'affirmation est vraie, c'est-à-dire que A est réellement aléatoire. Vérifier, ça marche. Mais ça ne résout pas tout, car B pourrait être lui-même aléatoire. On va donc fonctionner en 3 étapes. Première étape, il faut demander à B, si je te demandais est-ce que A est aléatoire, répondrais-tu ja? On a donc 2 réponses possibles. Si B répond ja, soit B est aléatoire, puisqu'il a répondu au hasard, soit B n'est pas aléatoire, et dans ce cas sa réponse indique que A est aléatoire. Dans les 2 cas, s'il répond ja, ça veut dire que C n'est pas l'aléatoire. Et si B répond da, soit B est aléatoire, toujours parce qu'il a répondu au hasard, soit C est aléatoire car sa réponse indique que mon affirmation était fausse, peu importe s'il est vrai ou faux. Dans les 2 cas, s'il répond da, ça veut dire que A n'est pas l'aléatoire. Vous me suivez? Non? Bon, on continue. Maintenant qu'on sait que A ou C n'est pas l'aléatoire, on va justement lui poser la question suivante. Si je te demandais es-tu vrai, répondrais-tu ja? Toujours avec notre fameuse technique, et puisqu'on sait qu'il n'est pas l'aléatoire, s'il répond ja, ça veut dire qu'il est vrai.
Sinon, ça veut dire qu'il est faux. À ce moment-là, on a posé 2 questions et on a identifié un seul dieu, vrai ou faux. Pour la 3e étape, on va donc poser la question suivante au dieu qu'on a identifié comme étant vrai ou faux. Si je te demandais est-ce que B est aléatoire, répondrais-tu Ja. Toujours la même technique, s'il répond Ja, ça veut dire que B est l'aléatoire, sinon ça veut dire que c'est l'autre. Et par déduction, maintenant qu'on sait qui est vrai ou faux et qui est aléatoire, on en déduit qui est le dernier. Et là on vient de terminer l'explication, pourtant personne n'a compris, revenez en arrière si vous voulez la comprendre. Et voilà, je vous laisse compter vos points. Ne vous inquiétez pas si vous n'en aviez pas beaucoup, c'était qu'un jeu, surtout que la dernière était presque un peu. Numéro 10, l'énigme pour les enfants. On commence par une énigme a priori simple, puisqu'elle est présentée comme pouvant être résolue par des enfants à l'école maternelle. Mais c'est aussi ça qui met la pression, ce serait assez humiliant de pas y arriver, non? Si 8809 égale 6, 7111 égale 0, 2172 égale 0, 6665 égale 3, 3561 égale 1, oui, jusque-là, tout est clair. etc. avec tous ces chiffres, combien vaut 2581? Ah, je sens qu'il y en a qui sont déjà saoulés d'avoir lancé cette vidéo. Bon, pour ceux qui cherchent encore, voilà l'indice, 1540 égale 1, alors que 1540 égale 2. J'espère que ça vous a pas embrouillé encore plus. C'est tout simplement une hallucination collective. C'est le moment de mettre pause si vous voulez encore chercher tout seul. La solution n'était pas mathématique comme on pouvait s'en douter, mais juste visuelle. Il suffisait juste de compter le nombre de boucles fermées de chaque chiffre. Numéro 9, la paire de chaussettes. Un homme se réveille et sort de son lit alors qu'il fait encore nuit. Il fait noir total dans la chambre et il ne doit pas allumer la lumière pour ne pas réveiller sa femme. Il décide de prendre ses habits et d'aller s'habiller hors de la chambre, la difficulté va être de prendre des chaussettes assorties. Il sait que dans son tiroir se trouvent 6 chaussettes noires, 4 blanches et 2 rouges. Question, combien doit-il prendre de chaussettes au minimum pour être certain à 100% d'avoir 2 chaussettes de la même couleur? Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes par exemple. C'est vrai que ça fait plus problème de maths que énigme, mais c'est de la logique. Alors j'ai pas vraiment d'indice à vous donner pour le coup, à part de vous mettre dans sa situation et d'essayer d'imaginer chaussette par chaussette ce qu'il aurait pu prendre s'il avait pas eu de chance. La bonne réponse était 4. Et oui, on va se mettre dans le cas où l'homme n'a pas de chance et tire en premier une chaussette noire, puis une rouge, puis une blanche. Il a donc toujours pas de paire. En tirant une 4ème chaussette, en revanche, quelle que soit sa couleur, elle formera obligatoirement une paire avec une autre déjà tirée.